Dans les montagnes verdoyantes d'Antioquia, Julián Ramírez, un fermier humble et travailleur, menait une vie paisible en cultivant le café et en élevant des poules aux côtés de sa femme et de ses 2 enfants. Un jour, alors qu'il rentrait du marché, il croisa sur le bord du sentier un homme grièvement blessé. Sans hésiter, il le porta jusqu'à sa ferme pour lui prodiguer des soins, ignorant que l'inconnu n'était autre que Pablo Escobar, le narcotrafiquant le plus recherché du pays. Reconnaissant pour l'aide reçue, Escobar jura de ne jamais oublier un tel geste de bonté. Quelques semaines plus tard, un étrange cadeau arriva à la ferme, bouleversant à jamais la vie de Julián. Alors qu'il s'efforçait de comprendre ce qui y arrivait, il se retrouva pris dans une toile de faveur, de silence et d'engagement qui allait mettre en péril sa conscience, le bien-être de sa famille et même sa survie. Le soleil brûlait ardemment au-dessus des montagnes entourant San Carlos, un petit village caché parmi les chemins de terre et les denses plantations de café. Julián Ramírez, âgé de 42 ans, avançait lentement en poussant sa vieille mule chargée de sacs de riz et de maïs. Voilà déjà 3 heures qu'il marchait depuis le marché de la ville voisine. Il portait son éternel chapeau de paille, une chemise rapiécée et des bottes tachées de boue. Le chant des oiseaux et le craquement des feuilles sèches sous ses pas lui tenaient compagnie. À mi-chemin, près du vieux pont en bois qui traversait la rivière El Salado, quelque chose rompit la routine. Un gémissement faible, presque un souffle, s'échappa de la végétation au bord du sentier. « Qui est là ?» demanda Julián, s'arrêtant net. Il s'avança prudemment, écartant les buissons avec sa machette. Alors il le vit, un homme couvert de sang, la chemise déchirée, le visage tuméfié et une profonde blessure à la jambe. Il était très pâle, mais encore conscient. « Aidez-moi, je vous en prie », murmura l'homme d'une voix faible. Julián ne posa aucune question, il ne le reconnut pas, il vit seulement quelqu'un dans le besoin et choisit d'agir. Il coupa une grosse branche, improvisa une civière et plaça l'homme sur sa mule. Des heures plus tard, de retour à la maison, sa femme Rosa l'observait avec inquiétude. Et s'il s'agissait d'un criminel, Julián? Et si cela nous attirait des ennuis? Je ne sais pas, Rosa. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait besoin d'aide. Dieu nous a mis dans ce monde pour faire le bien, répondit-il en nettoyant la plaie avec de l'eau bouillie et des feuilles de guimauve. L'homme parlait peu, mangeait à peine et dormait des heures entières. Lorsqu'il était éveillé, il observait tout avec un calme troublant. Pendant plusieurs jours, Julián s'occupa de lui comme s'il faisait partie de la famille, sans rien attendre en retour. Au 6e jour, l'étranger réussit à se lever. Bien qu'il boitât encore, il avait retrouvé un peu de force. « Merci, don Julián. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait pour moi. Un jour, vous comprendrez. » L'homme griffonna quelque chose sur un morceau de papier, le lui remit et disparut par le même chemin qu'il avait emprunté. Julián regarda le papier. Pas d'adresse, seulement un nom, Simón Bolívar. Ce que Julián ignorait, c'est qu'il s'agissait de l'un des pseudonymes que Pablo Escobar utilisait pour circuler sans être repéré. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de l'homme blessé. Julián avait repris sa routine, soigner les cultures, nourrir les animaux, prier avant de se coucher. Bien que le souvenir de l'étranger persiste, il choisit de ne rien dire aux voisins. À la campagne, le silence valait parfois plus que la vérité. Un matin, alors qu'il cueillait des oranges au verger, il aperçut un camion noir approcher sur le chemin poussiéreux. De tels véhicules luxueux étaient rares dans la région. Le moteur s'arrêta devant sa maison. 2 hommes bien vêtus en descendirent. L'un portait de sombres lunettes de soleil, l'autre tenait une boîte en bois sculptée. « Êtes-vous Julián Ramírez ?» demanda l'homme aux lunettes. « Oui, monsieur », répondit Julián prudemment. « Ceci est pour vous. Un cadeau d'un ami. Il a dit que vous comprendriez pourquoi. » Avant que Julián puisse dire un mot, les hommes remontèrent dans le camion et disparurent parmi les arbres. Julián regarda la boîte. Elle était lourde. Il la porta jusque dans la cuisine, où Rosa et les enfants le fixaient, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est, Julián ?»« Je ne sais pas. Quelque chose laissé par cet homme, celui qui était blessé. » Il ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait une enveloppe avec son nom écrit à la main, et dessous, une grande somme d'argent en billets, retenue par une lanière de cuir. C'était plus qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un simple message, « Merci de ne pas avoir posé de questions. Prends soin des tiens. » Un silence pesant envahit la cuisine. Rosa s'effondra sur une chaise, livide. Julián se leva lentement, marcha jusqu'à la porte et contempla l'horizon. Quelque chose avait changé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. « Que allons-nous faire de tout ça ?» murmura Rosa. Julián inspira profondément. Il resta silencieux quelques secondes, même s'il savait déjà, au fond de lui. Cet acte de générosité l'avait entraîné dans une situation bien plus complexe qu'il ne pouvait l'imaginer. Les jours suivants furent remplis de tensions. Il cacha la boîte d'argent sous une planche disjointe du garde-manger,
et seule Rosa en connaissait l'existence. Bien qu'il n'ait pas dépensé un seul billet, sa seule présence pesait sur eux comme un fardeau constant. Au village, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient avoir vu un homme blessé dans les montagnes. D'autres parlaient d'un camion luxueux empruntant des sentiers où aucun véhicule ne passait jamais. Julien écoutait sans rien dire, sirotant son café à l'épicerie, s'efforçant d'afficher une indifférence parfaite. Un après-midi, alors qu'il réparait une clôture, son voisin don Ephraim s'approcha. « On dit que des choses étranges se passent par ici », remarqua-t-il d'un ton scrutateur. « Tu n'as rien remarqué ?»« Rien d'étrange, compadre. Juste des champs de café et des orages », répondit Julien sans lever les yeux de son fil de fer. Ephraim le dévisagea un instant, puis s'éloigna en silence. Julien comprit alors que la suspicion commençait à grandir. Ce soir-là, alors qu'il mangeait en silence, Rosa brisa la tension. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi, Julien. Chaque jour, c'est plus inquiétant. Cet argent n'est pas à nous. Nous n'avons fait de mal à personne, Rosa. Nous avons seulement aidé un homme, répondit-il fermement, même s'il ressentait la même peur au fond de lui. Au fil des semaines, Julien utilisa une petite partie de l'argent, il acheta quelques outils, répara le toit et régla des dettes auprès de la coopérative. Il agissait avec prudence, mais dans un petit village, les changements ne passent jamais inaperçus. Un matin, il trouva une feuille de papier glissée sous la porte. Pas d'expéditeur, juste une phrase écrite d'une main ferme, « N'oublie pas qui t'a tendu la main. Parfois, l'aide a un prix. » Julien relut le message plusieurs fois, puis regarda Rosa qui dormait et sortit dans la cour. Le vent froid descendait de la montagne. À cet instant, il comprit qu'il n'était plus le seul maître de son destin. Le silence qu'il avait choisi de garder l'avait enchaîné à quelque chose de bien plus profond et obscur. Le lendemain matin, un calme étrange régnait. Même les coqs ne chantaient pas. Julien s'était levé avant l'aube. Depuis la lecture de ce billet, le sommeil l'avait abandonné. Quelque chose lui disait que la paix était terminée. Vers la mi-journée, tandis qu'il cueillait des grains de café sur le coteau, il entendit le bruit d'un moteur de moto approcher. En levant les yeux, il aperçut un homme s'arrêtant devant sa maison. Il n'était pas du coin. Il portait une veste de cuir, des bottes noires et affichait une expression sévère. Julien descendit aussitôt. Lorsqu'il arriva, l'étranger parlait déjà avec Rosa sur le perron. Elle se tenait les bras croisés, visiblement nerveuse. « Êtes-vous Julien Ramirez ?» demanda l'homme abruptement. « Oui. Et vous, qui êtes-vous » ? « Simon Bolivar m'envoie vous dire que, pour l'instant, tout est en ordre mais n'oubliez pas ce qui vous a été donné. » « Et qu'attend-il de moi ?»« Pour l'instant, rien. Continuez simplement comme vous l'avez fait, travaillez, gardez le silence et restez disponible si nécessaire. » Il n'attendit pas de réponse. Il remonta sur la moto et repartit, laissant derrière lui un nuage de poussière et une menace suspendue dans l'air. Ce soir-là, Julien ne mangea pas. Il resta assis sur le seuil de la maison, fixant l'obscurité. « Nous nous sommes engagés dans quelque chose que nous ne comprenons pas, » murmura-t-il. Rosa le rejoignit en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Tous deux savaient qu'ils n'étaient plus seulement des paysans. Ils avaient franchi une ligne invisible et dangereuse. Et qu'ils le veuillent ou non, ils appartenaient désormais à un monde caché. Au fil des jours, Julien commença à percevoir un changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère du village. Les gens ne le saluaient plus avec la même chaleur. À l'épicerie, les conversations s'interrompaient dès qu'il entrait. À l'église, certains le regardaient avec méfiance. Même don Ephraim, son voisin de toujours, avait commencé à l'éviter. « Les gens parlent », dit Rosa un après-midi alors qu'ils épluchaient du manioc dans la cuisine. « Et toi, tu te refermes, comme si tu avais quelque chose à cacher. »« Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la peur, » répondit Julien. « Ce n'est plus seulement entre nous et cet homme. » Même leurs enfants commencèrent à remarquer le changement. Camilo, l'aîné, à peine 12 ans, demanda un jour. « Papa, pourquoi ne va-t-on plus au village ?»« Parce que nous avons plus de travail ici maintenant. »« Et c'est tout ?»« C'est tout. » Mais ce n'était pas tout. Julien se sentait piégé. L'argent restait caché, il n'osait pas le dépenser, ni s'en débarrasser. C'était comme un rappel constant que sa vie ne lui appartenait plus entièrement. Un après-midi, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt, il tomba sur quelque chose d'inattendu. Suspendu à la branche d'un arbre, un nouveau message, « Nous vous surveillons ». Il comprit alors qu'il était épié que, peu importe ses efforts pour paraître normal, il faisait déjà partie d'une toile invisible. Son erreur n'avait pas été d'aider, mais de se taire lorsqu'il découvrit qui était réellement l'homme blessé. Et désormais, son silence pesait plus lourd que n'importe quel péché. Cette nuit-là, après avoir lu le nouveau billet, Julien ne put dormir. Il erra dans la ferme dans l'obscurité, le fusil en bandoulière plus par peur que pour se protéger. Il sentait que quelque chose se resserrait,
quelque chose d'invisible mais qui l'enserrait davantage à chaque instant. À l'aube, Rosa l'attendait avec le café prêt et un regard résolu dans les yeux. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Julian. Ce silence nous ronge vivants. Et que proposes-tu? Que nous partions? Que nous vendions la ferme ou que nous l'abandonnions? Partons loin, quelque part où personne ne sait rien de nous. Julian baissa la tête. Rien que l'idée de quitter la terre héritée de son grand-père, les caféiers qu'il avait plantés de ses propres mains, lui faisait plus mal que n'importe quelle menace. Mais lorsqu'il regarda Rosa et les enfants, il comprit que rester pouvait être encore pire. Ce même jour, il se rendit au village. Il voulait seulement parler à un avocat de confiance, savoir s'il pouvait vendre sans attirer l'attention. Mais avant qu'il ne le fasse, une voisine l'arrêta dans la rue. « Don Julian, faites attention. Les gens disent que vous êtes mêlé à des hommes dangereux. Ils vous surveillent ?» Il ne répondit pas. Il rentra lentement chez lui, comme si le chemin s'allongeait à chaque pas. En arrivant, il trouva une autre note cette fois clouée à la porte. « Votre famille est en sécurité tant que vous restez où vous êtes. » C'est alors qu'il comprit qu'il n'était plus libre, que ses choix ne comptaient plus, et que tenter de fuir serait considéré comme une trahison. Ce soir-là, près du feu, il serra Rosa en silence. Elle comprit rien qu'en lisant dans ses yeux. Il ne partirait pas par choix, pas tant qu'il resterait utile à quelqu'un qui ne se montrait jamais mais qui était toujours présent. Le message était clair, il n'irait nulle part. Alors Julian reprit sa routine comme si rien n'avait changé. Il s'occupa du café, nourrit les animaux, salua les voisins mais au fond, il savait que quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Un après-midi, alors qu'il revenait de la rivière avec un fagot de bois, un camion blanc s'arrêta devant sa maison. Cette fois, deux nouveaux visages apparurent, l'un, maigre, aux traits acérés, l'autre, plus jeune, avec un fort accent pésa. « Bonjour, don Julian », salua le plus âgé en sortant du véhicule. « Nous venons du bureau, vous savez de qui nous parlons. » Julian hocha la tête en silence. « Nous avons besoin que vous nous rendiez un petit service. Prêtez-nous simplement votre ferme pour une nuit, rien de plus. »« Qu'allez-vous faire ? » ?»« Cela ne vous regarde pas. Assurez-vous seulement que personne ne soit là et, au matin, rien ne se sera passé. » Rosa sortit sur le pas de la porte, inquiète. Julian lui fit signe de rentrer. « Et si je refuse ?» demanda-t-il doucement. « Vous ne refuserez pas, » répondit le plus jeune avec un sourire sans joie. « Parce que vous savez bien que les faveurs doivent être rendues. » Cette nuit-là, Julian ne ferma pas l'œil. Il passa les heures sur le perron, à surveiller. D'abord, deux motos arrivèrent, puis une camionnette. Il n'y eut ni parole, ni violence, seulement des mouvements rapides et silencieux. À l'aube, tout avait disparu comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose avait changé. Julian n'était plus seulement l'homme qui, un jour, avait aidé un inconnu. Désormais, il faisait partie de quelque chose, non par choix, mais parce qu'il s'était tué dès le début. Au matin, lorsqu'il entra dans la cuisine, il trouva une autre boîte sur la table, plus petite, plus discrète, contenant davantage d'argent et un billet. « Merci de votre confiance. Nous reprendrons contact. » Julian referma la boîte sans un mot. Il savait qu'un autre appel viendrait et qu'à chaque fois, il lui serait plus difficile de regarder sa femme et ses enfants sans sentir qu'il les entraînait vers un abîme sans fond. Les jours suivants passèrent dans le silence. Il travaillait comme toujours, mais son regard trahissait le fardeau constant comme s'il portait une dette invisible qui s'alourdissait sans cesse. Rosa s'en aperçut aussitôt. « Qu'ont-ils fait cette nuit sur notre ferme, Julian ? » ?»« Je ne sais pas, et je préfère ne pas savoir. »« Ce n'est pas une réponse, » dit-elle fermement. « Nous avons des enfants, une vie, et maintenant nous vivons dans la peur avec des portes verrouillées et des enveloppes cachées. » Julian ne répondit pas. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison, mais il savait aussi que parler signifiait tout mettre en danger. Ce n'était plus seulement sa vie, c'était celle de toute sa famille. Même Camilo, son fils aîné, s'était refermé sur lui-même. Il observait son père en silence, imitait ses gestes, le suivait à travers les champs. Un après-midi, Julian le surprit en train de fouiller dans le garde-manger. « Que cherches-tu, Camilo ? » ?»« Rien. Je voulais juste vérifier si ce qu'on dit est vrai, que tu caches de l'argent. On t'a découvert. » Julian se figea, inspira profondément, s'agenouilla à la hauteur de son fils et répondit. « Mon fils, certaines choses, tu les comprendras un jour, mais pour l'instant, fais-moi confiance. » Camilo le fixa sans rien dire, mais Julian sentit qu'un lien s'était brisé entre eux, quelque chose qui autrefois les unissait et qui désormais avait laissé place à l'incertitude. Ce soir-là, Rosa fut directe. « Cela nous détruit, dit-elle avec fermeté. Tu n'es plus le même, et Camilo non plus. Si nous continuons ainsi, un jour quelqu'un frappera à cette porte, et il n'y aura plus de retour possible. » Julian resta assis dans la lumière tamisée, la tête entre les mains. L'argent était toujours caché, les billets continuaient d'arriver, mais il ne s'agissait plus seulement de résister à la pression extérieure, il s'agissait de ne pas se perdre lui-même dans le processus.
L'aube se leva sous un ciel couvert, avec une lourdeur dans l'air qui pesait sur le corps. Julien se leva avant le premier rayon de soleil avec une prémonition qu'il ne pouvait expliquer. Il la ressentit dans le silence étrange de la campagne, dans l'attitude immobile des chiens. Un camion vert foncé s'arrêta devant la ferme. Ce n'était pas une surprise. Julien reconnaissait déjà le bruit de ses moteurs. 2 hommes descendirent, dont le jeune qui avait apporté la première caisse quelques semaines plus tôt. Don Julien, dit-il sans détour, aujourd'hui nous avons besoin d'un service plus direct. Il suffit que vous livriez quelque chose. Rien de compliqué. Julien ne répondit pas. Le jeune sortit un paquet recouvert d'une bâche noire et le posa sur un sac. Apportez-le au garage du village. Dites que cela vient du semeur. Laissez-le dans l'arrière-dépôt. Ne parlez à personne. Ne regardez personne. Et qu'est-ce que je transporte? Demanda Julien, bien qu'au fond de lui il s'en douta déjà. Ce n'est pas votre affaire, répondit l'autre avec un sourire sans chaleur. Mais si vous le faites bien, il y aura d'autres tâches, plus de récompenses, et moins de problèmes pour votre famille. Julien baissa les yeux. Le visage de Camilo surgit dans son esprit comme un avertissement silencieux. Il ne dit rien de plus. Il chargea le fardeau sur la mule et prit le chemin du village. À chaque pas, il sentait le poids de l'irréversible. Chaque tournant du sentier lui rappelait qu'il n'y aurait pas de retour possible. Arrivé au garage, il suivit les instructions à la lettre. Personne ne lui adressa la parole. Il ne parla à personne. Un homme sortit de l'entrepôt, prit le paquet et lui remit une enveloppe scellée. De retour à la ferme, Julien ouvrit l'enveloppe en privé. À l'intérieur, il y avait de l'argent bien plus que ce qu'il gagnerait en plusieurs mois de travail. Il y avait aussi un mot écrit à la main, « Bon travail ». Des gens comme vous inspirent confiance. Il cacha l'argent à sa cachette habituelle et s'assit sous l'auvent de la maison. La brise agitait doucement les feuilles décaféiées. Il ne ressentit ni fierté, ni soulagement, seulement un vide qui s'élargissait en lui, comme si une partie de lui était restée dans ce garage, enterrée dans le silence. 3 jours passèrent depuis cette livraison. Julien tenta de reprendre sa routine, mais il n'était plus le même. Il marchait plus prudemment, les sens en alerte, conscient d'avoir franchi une limite définitive. Un après-midi nuageux, alors qu'il ramassait du bois près du ruisseau, le camion vert réapparut. Cette fois, un seul homme descendit, différent des autres d'âge mûr, bien habillé, avec des manières polies mais lourdes d'intention. Don Julien salua-t-il calmement, « Je suis heureux de vous voir. Nous vous observons et nous apprécions votre discrétion. » Julien laissa tomber le bois au sol et ne répondit rien. « Nous voulons vous proposer quelque chose de plus stable, rien de risqué, simplement aider aux livraisons dans cette région. Vous connaissez les routes, et ici, savoir se taire vaut beaucoup. Et si je décide de refuser ?» demanda-t-il. « Pour l'instant, il ne se passe rien, » répondit l'homme avec amabilité, « personne n'oblige personne ici, mais tout le monde attend de la loyauté. » Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de le regarder avec une douleur contenue, plus blessante que n'importe quel reproche. À 3 heures du matin, le téléphone sonna. Julien décrocha d'une main tremblante et répondit. « Don Julien, ce n'est rien de grave. Demain, à 8 heures, ton fils Camilo doit porter un sac au village. Cette nuit, nous te le déposerons. Personne ne se méfie d'un enfant. Tu comprends, n'est-ce pas ?» L'appel fut coupé avant qu'il ne puisse répondre. Julien resta immobile, le combiné encore à la main, dans l'obscurité. Pour la première fois, ce n'était pas lui qu'on obligeait à obéir, mais son fils. Et à cet instant, il comprit. Il ne s'agissait plus seulement d'exécuter des ordres, mais de protéger ce qu'il restait d'intact dans sa vie. L'aube arriva avec un brouillard épais. Julien avait passé la nuit entière éveillé, assis près de la porte. Le téléphone, désormais débranché, reposait sur la table. À 5 heures, il entendit un léger coup frapper à l'arrière de la maison. Il sortit discrètement. Là, solidement attaché avec un double nœud, pendait un sac à dos d'écolier accroché à un poteau de la clôture. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Il rentra avec le sac à la main. Rosa l'observait depuis la cuisine, sans rien dire, mais ses yeux parlaient pour elle. Camilo, encore en pyjama, sortit de la chambre en se frottant les yeux. « Aujourd'hui on va au village, papa. » Julien inspira profondément. « Non, fils, pas aujourd'hui. Et ce sac à dos n'est pas à toi. » L'enfant fronça les sourcils, troublé. Julien le serra fort contre lui, comme s'il cherchait à le protéger de quelque chose qui, bien qu'invisible, avait déjà envahi leur vie. 1 heure plus tard, il sella la mule et cacha le sac à dos dans un sac de maïs. Il n'expliqua rien à personne. C'est lui qui descendit au village, qui déposa le paquet en silence et qui reçut l'enveloppe d'argent accompagnée d'un autre billet. La confiance se met aussi à l'épreuve. À son retour, il trouva Rosa avec une expression durcie, le regard de quelqu'un qui ne discute plus, mais endure. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » Que l'enfant n'irait pas, et que s'ils avaient besoin de quelque chose, ils devaient s'adresser à moi.
Et maintenant? Maintenant, on attend. Cette nuit-là, Julien enterra le téléphone au pied du plus vieux caféier. Il ne le détruisit pas, il le cacha seulement. Il savait que si un jour il sonnait encore, il n'y aurait plus de temps pour choisir. Au fond de lui, il pressentait que le pire n'était pas encore arrivé. 3 jours passèrent depuis qu'il avait refusé d'impliquer Camilo. Le silence revint, dense et presque insupportable. Aucun camion n'apparut, aucun appel ne vint, mais quelque chose avait changé. Un matin, en arrivant à l'abri où l'on stockait les engrais, Julien trouva la porte entr'ouverte. Les sacs étaient éventrés, les outils éparpillés, et une odeur étrange flottait dans l'air. En y regardant de plus près, il découvrit que quelqu'un avait contaminé les réservoirs d'irrigation avec des produits chimiques. Il nous envoie un message, dit Rosa en constatant les dégâts. Ce n'est pas un avertissement, répondit-il. C'est une menace. Cet après-midi-là, un inspecteur agricole de la coopérative arriva à la ferme. Quelqu'un l'avait averti de pratiques irrégulières. Il trouva des résidus suspects dans les barils et dressa un avertissement officiel. Cela pourrait entraîner une sanction grave, expliqua l'inspecteur. Il pourrait même suspendre temporairement votre licence de vente de café. Julien comprit aussitôt que ce n'était pas une coïncidence. Cette nuit-là, tandis qu'il contemplait les champs depuis le porche à la lumière tamisée, il trouva une autre note épinglée à la moustiquaire de la fenêtre avec un trombone. Refuser n'est pas sans conséquence. La prochaine fois, ce ne sera pas ta terre. Les jours suivants passèrent dans le silence. La ferme était toujours debout, mais elle n'était plus la même. Lui non plus. Il marchait prudemment, pesait ses mots, analysait chacun de ses gestes. La menace ne s'était pas répétée, mais elle planait, constante comme une ombre. Un matin de bonne heure, en vérifiant les limites de la propriété, il découvrit des empreintes fraîches près du puits. Rien n'avait été volé, rien brisé, seulement un message clair laissé derrière. Nous sommes toujours là. Cette nuit-là, il s'assit seul dans la cuisine et écrivit une lettre. Elle n'était pas destinée à Rosa ni à Camilo, mais à lui-même. Il y confessa ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Ne cherche pas cela, j'ai seulement aidé un homme blessé. Mais aider sans poser de questions fut aussi une décision. Il cacha la lettre sous une planche du plancher mal fixée, là où personne ne pourrait jamais la trouver. Les semaines passèrent, et plus personne ne frappa à la porte. Le téléphone enterré près de la plantation de café fut oublié. Julien ne voulait pas le déterrer. Il sentait que tant qu'il ne sonnait pas, il lui restait encore un peu d'air pour respirer. Il reprit le travail paisiblement, retournant la terre de ses propres mains. Rosa recommença à parler davantage. Camilo, même sans dire un mot, semblait comprendre ce que son père avait fait pour lui. Personne ne sut jamais pourquoi on les avait laissés tranquilles. Peut-être ne servait-il plus à rien. Peut-être savait-il qu'il n'oublierait jamais le nom qu'il avait entendu ce jour-là, Simon Bolivar. Ainsi resta un homme marqué par une décision, un paysan qui n'avait voulu que faire ce qui était juste, et qui finit par payer le prix du silence.